Alors, l'espace public face aux transitions sociales et écologiques à Colmar. Donc, nous sommes à Colmar. Je rappelle très rapidement qu'il fallait donc aménager une plaine d'environ 5 hectares et demi, une sorte de reliquat entre de grandes opérations d'aménagement. D'un côté, un hôpital, de l'autre, le quartier prioritaire Europe, très près du centre-ville. Il était dédié à la pratique sportive, aux loisirs, à quelques fêtes, très peu d'aménités paysagères, mais de grandes vues sur les Vosges. Et donc, il était demandé au concepteur de transformer radicalement cet espace pour en faire un espace à la fois un lieu à l'échelle de la ville, mais aussi un équipement de quartier avec une identité paysagère très forte, accessible, lisible. On vous demandait aussi que cette plaine Pasteur devienne un levier de cohésion sociale, que ce soit un espace inclusif avec une grande importance accordée à la sécurité des femmes. Une page presque blanche, mais beaucoup d'ambition. Jacqueline Hosty, c'est vous qui commencez. Vous avez un micro? Non, pas du tout. Et dans votre manifeste, vous dites que ce grand espace, ce reliquat, c'est un événement. Vous le qualifiez comme un événement et que c'est ça qu'il fallait préserver à tout prix. Oui. Donc bonjour à tous. D'abord d'avoir dans une ville 5 hectares préservés, donc un grand espace ouvert, qui est un ancien reliquat des champs qui a été préservé pendant des années, est un événement en soi dans la ville et voire, je dirais, un exemple à suivre quand on pense à la densification de la ville. Donc préservons des espaces pour le futur et c'est une richesse de départ. L'ampleur de ce site et sa grande qualité et l'épaisseur de son sol intouché et sa grande richesse. Donc on est parti a priori d'une page blanche, mais il y avait déjà ce sol, il y avait déjà des occupations et des usages qui étaient déjà en place malgré cette grande vastitude. Et donc pour nous, le point de départ de notre projet, ça a été de préserver ce vide, d'en garder l'unité, de le recalibrer parce qu'il était effectivement trop grand, mais garder l'ampleur. Et puis que ce soit un lieu qui attire évidemment tous les colmariens. C'était le point de départ de notre projet. Donc après, évidemment, en quoi on peut comment un parc peut faire projet urbain, puisque c'était quand même la question qui était posée, un parc dans des quartiers. Dans un tissu urbain aujourd'hui très lâche, on connaît ces espaces publics, les espaces publics peu qualifiés, c'est des espaces publics qui sont souvent dessinés par et pour la voiture et où la nature a une place au fond résiduelle. L'espace public est souvent peu qualifié. Malgré tous ces quartiers qui ont maintenant quelques années, ont un patrimoine végétal remarquable, sauf qu'il n'est pas du tout mis en valeur. Et alors qu'on attend du végétal, des espaces publics qui apportent de la fraîcheur, on est effectivement souvent un peu... ces espaces sont sous-qualifiés pour apporter, je dirais, du bien-être en ville. On a donc imaginé ce parc comme une grande agora paysagère fédératrice qui rassemble les quartiers tout autour et qui diffuse la nature dans les quartiers. C'est un parc. Qu'est-ce qu'on attend d'un parc? Des usages et bien sûr de la nature. Donc on l'a organisé une grande clairière ovale qui fait plus d'1 hectare, qui accueille tous les espaces, les usages collectifs, sportifs ou autres, festifs, événementiels. Ah oui, je sais pas si... vas-y. Je peux parler sur... serti par un écrin boisé. Donc c'est une grande clairière fleurie, entourée d'un collier de cerisiers à fleurs, qui amène, parce que pour nous, la question de la nature s'exprime non pas seulement par les espaces verts, bien sûr la biodiversité, mais c'est aussi une question d'ambiance. Donc au fond, on s'est posé la question de quel récit paysager on allait faire de ce grand espace ouvert.
quelles ambiances on voulait apporter. D'où cette grande prairie ovale et de mettre en avant tout le côté spectaculaire des variations saisonnières, que ce soit au printemps, l'automne, parce que je dirais que contempler la nature est un usage en soi qui est donné à tous, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit jeune ou qu'on soit vieux. Donc ce plaisir de la nature, c'était le projet voulait mettre ceci en avant. Néanmoins, les usages sont là et on a pensé ces espaces-là. En fait, on a pensé plutôt des espaces capables pour accueillir des usages. Donc ce grand espace ouvert, cerné, qui accueille... comme je disais, de l'événementiel, des sports, des fêtes, des spectacles. Et tout autour, cet écrin boisé qui accueille, ponctué de carrières qui elles-mêmes accueillent donc les différents usages de différentes natures, que ce soit ludique, sportif, plus calme, plus actif. Il y a une mare aussi, une pataugeoire et une grande pièce d'eau qui fait que l'eau est ici est prise sur son aspect ludique parce que c'est un espace aussi d'usage et de fraîcheur qui est attendu notamment par ces périodes de réchauffement climatique. C'est donc un projet aussi, ce projet-là, c'est l'occasion de diffuser la nature dans la ville et que ça soit un levier pour aménager les quartiers tout autour, c'est-à-dire prolonger, à partir du parc, prolonger des axes paysagers dans les villes, constituer des continuités, constituer un chapelet de places, de lieux qui viennent au fond irriguer. Je crois beaucoup à ce côté d'irrigation aujourd'hui dans l'urbanisme actuel, de pouvoir assurer ces continuités de paysages, de lieux d'usage, d'espaces publics pour faire ville et pour faire un lieu d'échange. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. On a essayé aussi que le parc vienne chercher la ville par des esplanades, s'adresse à toutes ces façades et mette évidemment en beauté, je dirais, le skyline de la ville avec les Vosges qui sont tout au fond. Donc on imaginait de contempler le coucher de soleil à partir de cette grande clairière. Voilà, merci. Merci beaucoup. Jean-Marc Lanton, quand on a échangé, vous m'avez parlé de la générosité de ces espaces vides dans ces quartiers populaires et vous avez eu envie de développer l'idée de front de terre. Qu'est-ce que c'est que cette idée ? Oui, alors parce qu'en fait, on nous a dit que ce serait bien de dézoomer. Donc c'est vrai que vous allez voir, le plus beau projet, c'était le nôtre. Donc ça, vous voulez dans l'exposition, mais du coup, je ne vais pas en parler. Je ne sais pas si ça marche. Bon, je vais vous parler en fait simplement de la relation que peuvent avoir. Ah oui, voilà. En fait, ici, ça c'est une image en fait de Colmar où on a extrait les deux quartiers. On va dire le quartier vernaculaire. Qui est donc le quartier du centre-ville, qui est en fait fabriqué finalement avec les ressources locales, avec des prospects construits qui sont réguliers, qui sont connectés entre eux, avec des espaces publics qui sont compacts. Et en quelque sorte, c'est un quartier condensé. Et c'est surtout il est fait d'un urbanisme de composition. Donc la composition, étymologiquement, c'est poser ensemble. Et tous les éléments en fait de ce paysage urbain sont composés, et y compris d'ailleurs la ville ancienne avec son territoire au moment où elle a été créée. Et puis de l'autre côté, en fait, on a en quelque sorte un urbanisme de juxtaposition. C'est-à-dire que certes, le quartier Europe-Schweitzer, qu'on peut voir donc en vert, présente plein d'espaces vides, généreux. Et puis on a par contre effectivement une architecture qui est standardisée. Et puis surtout, ce quartier était déconnecté avec les autres grands équipements. Et donc ce qu'on a essayé de mener à travers en fait le projet de la Plaine Pasteur, c'est de faire un urbanisme de composition, c'est recomposer finalement ce territoire, les quartiers qui sont attenants et les grands équipements qui étaient autour, avec cette plaine, mais également permettre de faire en sorte que cette plaine connecte également le centre ancien. Et puis on a une particularité également, c'est qu'on n'est pas très loin, comme beaucoup de quartiers, en fait, de la campagne, des champs.
Donc, je voulais ici parler finalement de ces lisières. C'est-à-dire qu'on voit bien ici, par exemple, ce quartier, la Madeleine à Auxerre, par exemple, qui est au bord des champs, puis qui dialogue pas du tout avec ces champs, avec deux autres quartiers qui vont peut-être arriver derrière. et je voulais simplement essayer de partager avec vous le fait que si on ne regarde pas aujourd'hui ces territoires limitrophes de la ville, ces confins urbains au bord des champs, c'est parce qu'on imagine qu'on va y construire plus moche, moins dense, moins pérenne, et que donc du coup il n'y a aucune raison de regarder ces territoires condamnés. Et par contre, si on regarde les confins urbains qu'on a au bord de la mer, on va y trouver les plus belles choses de la ville, c'est-à-dire en fait des espaces de loisirs, des espaces de convivialité, des promenades, des espaces de commerce. Et du coup, la question qu'on peut se poser à terme, donc grâce au zéro artificialisation net qui va nous arriver, c'est que ça devrait finalement figer ces horizons qui sont au bord de la Terre. Et donc là, j'ai pris un centre voilà, donc ça c'est un front de mer. Et au fond, va probablement se nouer sur cette territoire au bord des terres campagnardes, ce qu'on pourrait appeler un front de terre, pardon. C'est-à-dire l'idée que, comme ces terrains seront plus destinés à la construction, les regards des riverains vont s'orienter finalement vers ces horizons pérennes. Et c'est ça qui est la grande différence entre aujourd'hui les fronts de terre et les fronts de mer, c'est que d'un côté j'ai des horizons pérennes et de l'autre des horizons qui étaient condamnés. Et zéro artificialisation nette va inverser en fait le rapport entre ces franges urbaines et les campagnes, et on peut imaginer aussi qu'il y a un travail en fait avec le monde agricole, ce qu'on est en train de développer en tant que paysagiste conseil de l'État en ce moment, pour faire en sorte que les territoires agricoles des bords de ville se mettent à participer finalement à la vie de la cité, et que la vie de la cité aussi participe du monde agricole. Voilà, donc c'est cette notion de front de terre que je voulais partager avec vous, grâce justement au caractère, on va dire, positif du zéro artificialisation net. Si on prend effectivement cette contrainte de façon positive, ça peut amener des choses très intéressantes et des projets passionnants. Merci. Merci à vous. Franck Poirier, bonjour, vous êtes de l'agence BASE et c'est vous le lauréat. Vous aviez envie de nous raconter en quoi ce site et ce projet de parc était l'occasion pour vous de réinventer l'utopie sociale des quartiers populaires. Oui, merci. Alors on va justement essayer de monter en généralité. Donc là on voit le parc de la Plaine Pasteur au pied des Vosges, dans le quartier Europe. Effectivement, quand on aborde ces quartiers ou ces cités ou ces territoires dits de grands ensembles, on ne peut pas s'empêcher de penser un peu à un retour sur l'histoire, et effectivement que ces quartiers de vie collective se sont appuyés, on va dire, sur des utopies sociales, dont une a été réalisée au Famistère de Guis, les trois images du haut, qui en réalité ont été innovantes du point de vue social, mais aussi du point de vue architectural et technique, puisque à cette époque-là, on est au milieu du 19e siècle, donc ça a été produit en 1850-1860, et c'est dans ces logements collectifs qu'ont été inventés le chauffage collectif, la ventilation naturelle, l'eau collective courante dans les logements, le vide ordure, et également toute une autogestion mise en place entre tous les locataires et les différents propriétaires. Donc c'était une cité ouvrière qui s'est calquée sur l'idée d'un palais social, avec une sorte d'organisation sociale tout à fait innovante pour l'époque. Et toutes ces, finalement, c'est pour dire pour répondre aussi à Rachida Dati, à Madame la Ministre, qui nous posait la question lors de l'inauguration, est-ce que les quartiers de demain ou est-ce que les quartiers dits populaires sont encore le lieu de l'architecture de demain? Évidemment que ça a toujours été le cas, donc l'innovation va continuer du fait du réchauffement climatique et du fait que ces territoires possèdent des marges de manœuvre et une énergie et une vitalité, on va dire, intérieure qui permet d'entrevoir encore bon nombre d'innovations et d'expérimentations et d'envisager ces territoires comme un laboratoire de demain. Alors après, il y a eu les cités-jardins dans les années 30 et ensuite tous les grands ensembles des 30 glorieuses.
Et on a plutôt décidé de vous parler du manifeste, puisque c'est un peu une prise de recul aussi sur notre métier d'aménageur pour essayer de prendre du recul, essayer de monter en généralité. Donc nous, notre manifeste, on l'a un peu articulé sur 5 leviers d'action. Qui correspondent finalement à essayer d'approcher un travail qui irait toucher, on va dire, sous certaines formes, à différents sentiments collectifs vécus dans ces quartiers. Donc le premier sentiment collectif sur lequel il faut travailler, c'est le sentiment de justice, ou plutôt lutter contre le sentiment d'injustice, notamment sur la justice environnementale, puisque là c'est vraiment le sujet de la plus haute urgence dans ces quartiers, puisque ces quartiers sont mal adaptés au réchauffement climatique, et c'est une vraie injustice, puisque ce sont des quartiers populaires qui sont les moins responsables finalement du réchauffement climatique, et ceux qui vont en subir le plus fortement les conséquences. Donc il faut absolument fabriquer des infrastructures écologiques. Alors, on peut appeler ça des plans canopés, des trames vertes, etc. Mais en tout cas travailler un rafraîchissement immédiat et le plus rapide possible par la nature, par la présence du végétal et de l'eau dans ces quartiers, c'est très important. Le deuxième sentiment sur lequel il faut travailler, le sentiment collectif, c'est le sentiment d'appartenance, c'est-à-dire qu'il faut mobiliser les gens, il faut leur faire jouer un rôle en tant qu'acteurs dans leur quartier, puisque ce sentiment d'appartenance fait que les aménagements sont mieux accueillis et respectés. Le troisième sentiment, c'est le sentiment de fierté. Alors c'est le sentiment peut-être le plus difficile à les aborder, mais qui est très très important. C'est évidemment qu'il faut renouveler l'image de ces quartiers par le renouvellement des usages, c'est-à-dire qu'il faut ramener des usages contemporains, inclusifs, c'est-à-dire qu'ils sont pensés pour tous les types de publics, tous les types d'habitants. Mais l'inclusivité ne suffit pas, il faut aussi penser les usages dans leurs formes les plus exclusives possibles. C'est-à-dire qu'il faut, à notre avis, avoir une certaine forme d'originalité dans les aménagements, dans les propositions d'usage, dans le fait d'hybrider les différentes fonctionnalités urbaines qu'on peut proposer dans ces quartiers, partant de l'idée qu'on ne peut pas aménager ces quartiers, c'est une erreur à ne pas commettre, comme on aménagerait un centre-ville ou des quartiers plus normaux, on va dire, ou moins populaires. Il faut absolument considérer qu'on aménage de manière très particulière, de manière très différenciée ces quartiers, avec une forme d'originalité qui fabrique le sentiment de fierté, et qui en plus, si les fonctions sont suffisamment originales, elles sont en capacité de devenir des lieux de destination et d'attirer des publics des quartiers riverains ou même du centre. Et donc il y a une mixité sociale qui est un peu forcée justement par cette approche, on va dire, exclusive des différents usages. Les deux derniers sentiments, c'est évidemment de travailler sur un sentiment de liberté de déplacement. C'est souvent des quartiers très enclavés. Ce sont aussi des quartiers souvent qui fabriquent des formes d'isolement. Donc il faut absolument forcer les gens ou inciter les gens à sortir de leur logement et pratiquer l'espace public le plus simplement possible, avec une trame de mobilité douce efficace qui relie tous les lieux de destination de ces quartiers, parce qu'on sait qu'ils sont souvent très bien dotés d'équipements publics, d'équipements sportifs, de centres sociaux, de foyers de jeunes, etc. Donc il faut absolument contrecarrer, on va dire, l'hégémonie automobile et toutes ces nappes de parking qui fabriquent des parcours très labyrinthiques finalement et très nocifs dans les modes de déplacement dans ces quartiers. Il faut imposer une trame de mode douce. Et le dernier sentiment, c'est le sentiment évidemment de sécurité. Et donc la sécurité ne s'impose pas dans ces quartiers. On n'impose pas une sécurité par la force ni par les caméras de surveillance. Il faut travailler plus finement, et là encore en mobilisant les habitants. Ça s'appelle finalement le foisonnement des publics dans les espaces publics. Et ce foisonnement des usages fabrique un foisonnement des publics qui fait que naturellement il y a une coveillance qui se met en place et une sorte d'autosurveillance naturelle dans ces quartiers, évidemment qu'il faut inciter, qu'il faut accompagner. Image suivante, pardon. Donc, dans l'idée de faire avec les habitants, c'est de faire dès la co-conception. Donc c'est ce qu'on a vécu avec les manufactures. Donc c'est un exercice absolument évident et performant. Et ensuite, il faut aussi imaginer qu'il faut mettre à l'action les habitants, c'est-à-dire leur faire des choses pour le projet lui-même, et pas des choses juste éphémères, mais des choses qui peuvent se pérenniser. Et donc c'est tous les chantiers actions, les chantiers collaboratifs qu'on a imaginés pour le parc de Colmar, notamment en travaillant avec la filière du bois des Vosges locale, de fabriquer en premier lieu, pendant nos études, une grande manufacture, une grande halle de menuiserie à travers laquelle on va faire des chantiers collaboratifs avec les habitants pour essaimer bon nombre de mobilier pérenne dans l'ensemble du quartier. Et à la fin, toute cette halle va se transformer, va être recyclée dans une sorte de préau, une ombrière de fraîcheur qui marquera et qui fera repère à l'entrée du parc.
Et juste pour conclure, parce que je vais manger le temps, on a fait 2 zooms un peu particuliers qui se comprennent un peu d'eux-mêmes par les images. La première, c'est effectivement d'aborder les espaces publics en y mettant des dispositifs spatiaux qui peuvent finalement fabriquer une sorte de prolongation du chez-soi et du logement pour lutter contre les conflits d'usage ou les différentes promiscuités qui peuvent être mal vécues. Eh bien, le parc se doit finalement d'offrir une alternative en extérieur ou à couvert s'il y a des toitures pour fabriquer des lieux de séjour dans l'espace public. Et le dernier focus, évidemment, qui correspond un peu à l'ADN de notre agence. Ça fait 25 ans qu'on travaille sur la ville ludique et qu'on crée des aires de jeux spécifiques pour la ville, pour fabriquer des aires de jeux pour enfants alternatives, on va dire. Donc ça part juste du même principe que finalement les espaces publics se sont standardisés, homogénéisés, minéralisés, et que finalement il faut absolument œuvrer à ramener de l'originalité dans les pratiques de l'espace public. Et évidemment, le vecteur des enfants est inouï. D'abord parce que c'est un vecteur de lien social qui fonctionne très bien pour les enfants, mais aussi pour les accompagnants, les parents ou les grands frères et les grandes sœurs. Et c'est aussi finalement le lieu qui concentre en réalité tous les enjeux urbains de la ville et de nos sociétés directement à l'échelle de l'écosystème enfant, ne serait-ce que pour gagner en autonomie, en confiance en soi, d'appréhender les risques, etc., de développement d'imaginaire, de créativité, de coopération entre les enfants sans discrimination de genre. Voilà, on a toute une approche, on va dire, et des solutions qui fonctionnent déjà avec les enfants et qui, du coup, si on sait accueillir les enfants dans nos villes et dans les espaces publics, c'est déjà un peu une certitude que les villes seront plus hospitalières pour tous. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à tous les 3. Je vous en prie. C'est moi qui ai parlé moins tout à l'heure. Hélas. Merci beaucoup aux équipes de Sedan, l'agence Obras XDGA Lab 705, de vous préparer, s'il vous plaît.